Des livres plein les oreilles. Salut, c'est Clotilde Sey au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois des livres plein les oreilles. Évidemment, la fée des dentistes arrive à grands pas et même si vous écoutez cette émission-là le 31 octobre directement, eh bien, elle est là. Carrie et compagnie en ce 31 octobre qui va se prolonger encore un petit peu tant que le plat de bonbons ne sera pas vide ou encore caché par des parents avertis. Halloween donc, par l'intermédiaire de livres audio pour la jeunesse, mais aussi pour les moins jeunes. Permettez-moi de vous offrir quelques petites frayeurs diurnes et nocturnes à vous mettre entre les oreilles. Même Faline Bobier sera de la partie, en seconde partie. Mon Dieu, ça fait bien des parties. Pour vous divertir à l'occasion de cette drôle de fête. Je me suis beaucoup amusée en préparant cette émission-là et puis j'ai beaucoup appris sur Halloween, finalement, dont je ne savais pas grand-chose, je dois vous l'avouer. Alors, déjà, j'ignorais que le berceau d'Halloween, non, c'est pas une usine de bonbons, cette fête existe depuis environ 6000 ans. Et elle est censée, je dis bien censée, avoir vu le jour en Irlande vers 4000 avant Jésus-Christ. C'est vrai qu'ici, on la célèbre beaucoup, cette fête d'Halloween. C'est peut-être à cause justement du fait qu'elle est née dans les îles britanniques et que, comme nous sommes toujours régis par le Commonwealth, eh bien, ceci expliquerait cela. Halloween tire ses origines, peut-être le saviez-vous, mais un petit rappel, allez, ça fait pas de tort, de l'ancien festival celtique de Samhain, la célébration de la fin des moissons. À l'époque, les Gaëls croyaient que le jour du 31 octobre, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'estompait, et que les morts revenaient à la vie pour causer des ravages parmi les vivants. Un moyen efficace d'effrayer les morts, c'était de porter des costumes et des masques, d'où cette tradition-là. Pour commencer, c'est Halloween dans le monde de Magic Tears. C'est vraiment pour les tout petits, pour les tout jeunes, et c'est terriblement bien fait. On va passer un moment mystérieux, d'ailleurs vous allez passer un peu plus longuement un moment mystérieux à écouter des histoires pleines de sorts, de disparitions et de fantômes avec ces innocents cry babies qui nous posent une question. Mais tout n'est-il qu'illusion? Extrait. Parfait, tu sais, Bonnie. T'es sûre que tu ne préférerais pas attendre jusqu'à demain? Lady, Connie, Léa et Lala dégustent un dîner d'Halloween lorsqu'elles voient arriver Dottie, main dans la main avec le monstre. Au secours! Le monstre est heureux! C'est pas un monstre. Si tu donnes la main à un monstre, il peut te la mordre, tu sais. Dis, tu ne crois pas que t'exagères un petit peu, là? Elle est où? C'est pas un monstre. C'est Bonnie. Regardez, le monstre est en train de pleurer. Mais les monstres, ça pleure pas. Peut-être que c'est vrai et qu'en fait c'est Bonnie. Ça fait des heures que je vous le dis, les bébés. On n'arrive pas à lui enlever la citrouille. Je suis désolée de t'avoir appelé monstre. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Mais pas comme ça. Tu vas lui faire mal. Je sais. Et si on mangeait la citrouille? La citrouille crue? C'est dégoûtant. On doit tous tirer en même temps dessus. Elles se mettent en rang d'oignons, disposées à tirer. Quand je dirai 3. 1, 2, 3. La citrouille vole dans les airs.
est fini planté sur la tête de Lady maintenant. On n'a plus qu'à recommencer. Cette fois, c'est la bonne. Enfin. Émue, Bonnie laisse échapper une larme et... Surgit une piñata magique remplie de lumière et de cadeaux, autour de laquelle virevoltent les bébés. Le fantôme gluant, première partie. Les bébés sont chez Lala au grenier. Tu as un tas de trucs bizarres. Venez voir. Un livre de sorts. Jetons un sort. Oui. C'est parti. Si vous faites ça, un fantôme apparaîtra. Un fantôme? Ne l'écoute pas. Les sorts de fantômes n'existent même pas. Un sort pour appeler un fantôme. Mais c'est quoi un fantôme? Ce sont des êtres qui vivent dans des châteaux. Ils font peur aux gens et fuient. Ouh. Je m'ennuie. Les fantômes n'existent pas. Je vais leur faire peur. Ne t'inquiète pas, Lala. Je connais la sortie. C'est vraiment très bien fait pour vos tout petits. Ça s'appelle Histoire d'Halloween par Cry Babies. Si vous faites simplement livre audio Histoire d'Halloween par Cry Babies, eh bien vous allez tomber dessus. Êtes-vous effrayé par Halloween? Vous savez qu'il y a des gens qui le sont. Et vous savez comment ça s'appelle? Souffrir quand on a peur d'Halloween. Comment s'appelle? Quel est le mot pour désigner la peur d'Halloween? Eh bien c'est la saménophobie, comme sa main, puisque c'est dans cette ville-là, je vous le disais un petit peu plus tôt, en Irlande, qu'est né Halloween il y a, oh là là, des lustres, mes amis. Bon, sinon, essayez de porter vos vêtements à l'envers et marchez à reculons à Halloween. D'après la tradition, c'est un moyen infaillible d'apercevoir une sorcière aux 12 coups de minuit. Il y a bien des façons de traiter Halloween. On va passer à un autre livre audio, également plus peut-être pour les enfants, un tout petit peu plus âgés. C'est vraiment unique, l'enregistrement que vous allez entendre. On nous dit dans la présentation que vous ne vous retournerez plus jamais lorsque vous marcherez seul dans une ruelle déserte. Vous ne regarderez plus jamais une citrouille du même regard. Et vous apprendrez à vous défaire d'un maléfice, imaginez. Elle est affreuse, cette maison des oubliés. Thomas et Sabrina la découvrent un soir d'orage. Une étrange lueur brille au cœur des ténèbres. Alors commence le cauchemar d'Halloween. Un petit chef-d'œuvre qu'il ne faut pas rater et qui s'inscrit dans la tradition d'une série qui s'appelle Mort de peur. Auteur Jean-Claude Rocle. Enfin, 20 minutes plus tard, s'en mêlant les pieds dans un drap trop long et le balai en bandoulière, un petit fantôme suivi d'une petite sorcière quittait précipitamment leur demeure. Ainsi déguisés, Thomas et Sabrina s'engouffrèrent en courant par les ruelles sinueuses de la ville déserte à cette heure. Un vent froid s'était levé. Il faisait tourbillonner les feuilles mortes et gonflait bizarrement leurs costumes, leur dessinant comme des ailes de démons. Les réverbères s'allumaient juste quand ils arrivèrent au lieu du rendez-vous, c'est-à-dire derrière le presbytère de l'église. Oh, ça y est, les plats. Ouais, c'est pas trop tôt. Toute la bande était au complet. C'était à qui avait imaginé le déguisement le plus horrible. Fichu et balai de sorcière, vieux drap de lit avec des trous noirs pour les yeux, crocs sanguignolants, visage pustuleux et repoussant, cape de vampire et tête d'épouvantail. Toute la panoplie de l'horreur était représentée. Bonjour, monsieur. Un bonbon ou un ça? Et 5 minutes plus tard, le cortège des petits monstres commençait sa tournée d'Halloween avec pour seule formule magique le célèbre « Trick or treat », c'est-à-dire
un bonbon ou un sort. Véritable comptine d'épouvante qu'il braille à qui mieux dans des grimaces de cauchemar. Sonnette prise d'assaut, tambourinage aux portes closes, peu à peu se constituait la cagnotte d'Halloween, trésor de sucreries, bonbons et chocolats, et parfois même de pièces jaunes et de petits billets. Pour plus d'efficacité, la petite bande s'était dispersée. Et c'est sans le vouloir que Thomas et Sabrina s'étaient retrouvés dans un quartier éloigné, un quartier où l'éclairage était rare, parcimonieux. Devant eux s'ouvraient des ruelles très sombres et pas du tout engageantes. Maintenant, les copains étaient loin, le vent soufflait plus fort. Les premières gouttes d'une pluie froide achevèrent de briser leur enthousiasme. Ça y est, il pleut. Bon, ça suffit, cette année c'est nul. Complètement raté. Sûr que c'est pas génial. Mais qu'est-ce qu'on fiche ici? Je sais même pas où on est. Y a plus de maison, c'est rien que des murs qu'en finissent pas. Ouais, bah moi je peux te le dire où on est. On est juste derrière les terrains vagues, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire pas loin de la maison des oubliés? T'as gagné, elle est juste à côté. Puis on est tout seul. Oh, j'aime vraiment pas ça. Et en plus j'ai froid. C'est pas vrai. Mais il tombe des cornes maintenant. Et puis on peut même pas s'abriter. Ben si, on a qu'à aller à la maison des oubliés. Mais t'es malade ou quoi? J'y mettrai pas les pieds. Ça sonnait drôlement français, ça. Je le précise parce que c'est un peu étonnant. Enfin, pour une vieille dame comme moi qui n'ait jamais connu Halloween en France quand j'y habitais. Ça fait tellement longtemps que j'habite ici que j'ai oublié quel âge j'avais. Mais en tout cas, peu importe, je me souviens très bien que chez nous, il y avait le Mardi Gras. Et là, on se déguisait. Toutefois, ça fait tellement longtemps que j'ai quitté ce vieux pays, que je suis ici, que j'ignorais complètement que, en France, la fête d'Halloween n'est pas toujours très bien vue en raison de son aspect mercantile. D'ailleurs, je vais vous en reparler un petit peu plus tard de l'aspect mercantile, notamment aux États-Unis. Mais pourtant, toujours en France, ça n'a pas empêché Halloween de devenir, semble-t-il, la 3e fête la plus populaire de l'année, juste après Noël et le jour de l'an. Ah bon? Eh bien alors ça, je n'en reviens pas. La citrouille d'Halloween. Saviez-vous que la citrouille la plus lourde du monde a poussé dans un jardin suisse? Elle pesait 950 kilos, soit l'équivalent d'une petite voiture. C'est fou, hein? Citrouille encore, le premier Jack O'Lantern. C'est le nom donné, vous savez, à ces citrouilles effrayantes posées devant les maisons lors de la fête d'Halloween. Eh bien, en fait, au départ, ce n'était pas une citrouille. C'était un navet. Et le navet est beaucoup plus petit finalement, c'est devenu la citrouille ou le potiron. On associe autant les citrouilles à Halloween que les bonbons. Creuser des citrouilles à Halloween est non seulement amusant, mais d'après la légende, cela effraie aussi les mauvais esprits. Alors, allez me creuser une citrouille. Non, pas tout de suite, attendez la fin de l'émission. Les chats aussi, les chats ont longtemps été considérés comme des animaux diaboliques. Depuis l'ancienne fête celte de Samhain, dont je vous parlais un peu plus tôt, et plus tard d'ailleurs pour leur rapport avec les sorcières, eh bien les chats ont toujours eu une place dans le folklore d'Halloween. Lors de la célébration antique de Samhain, les druides disaient plutôt de jeter les chats dans le feu, souvent dans des cages en osier, dans le cadre des rites de divination. C'est épouvantable, hein? Je vous propose de retrouver Jack O'Lantern et autres chats noirs dans des extraits des contes à faire peur, écrits, pour la plupart, et lus par Mathieu Farcy. Le livre. Cet objet commun, tellement simple et vite lu. Qui pourrait croire qu'il aura fallu une énergie considérable de la part de son auteur pour que les mots parviennent jusqu'à nous? Qui pourrait croire que certains ouvrages ont gardé la mémoire de cette énergie et qu'un jour, cette mémoire pourrait donner vie au livre, qu'il deviendrait conscient? Les légendes racontent
qu'à chaque nuit d'Halloween, les créatures des ténèbres viennent sur Terre tourmenter les vivants. Il est un spectre, célèbre entre tous, condamné à errer la nuit jusqu'à la fin des temps, éclairant son chemin de sa lanterne creusée dans une citrouille. Il s'amuse à guider les voyageurs perdus jusqu'au plus proche cimetière où ils seront la proie de féroces esprits maléfiques. Mais il lui arrive aussi parfois d'aider les personnes égarées à retrouver leur route et de leur raconter en chemin sa funeste aventure. C'est ce qu'il m'arriva un soir. Je le rencontrai une nuit dans un bois que je devais traverser. Mon père répétait souvent que ce qui nous distingue des autres fait aussi notre force. Par exemple, certains savent chanter, danser, écrire, ont un regard différent sur le monde. J'ai longtemps cherché quel pouvait être mon talent et comment trouver ma place, jusqu'au jour où j'ai rencontré l'esprit de la Dame de Pique. J'avais 11 ans. Tous les ans, pendant les vacances de la Toussaint, les forains s'installaient en ville et nous attiraient avec leurs manèges sensationnels, leurs jeux, leurs sucreries. J'avais envie d'y aller. Au moment de partir, un petit chaton noir aux yeux verts vint se frotter contre mes jambes. « Bonjour, toi. T'es pas peureux pour un chat ?» Il ronronna et me suivit jusque devant chez moi. « T'as faim, c'est ça ?» Il me regarda en poussant un petit miaulement. « Attends-moi là, je vais te chercher un peu de lait. » À peine avais-je poussé la porte d'entrée que le félin se glissa à l'intérieur. Heureusement que mes parents n'étaient pas là, ils travaillaient. Jamais ils n'auraient accepté que je laisse entrer un animal à la maison. Je suivais attentivement le chat du regard. Il fit le tour du propriétaire, puis s'engagea rapidement dans l'escalier et fila directement dans ma chambre. « Eh non, pas par là !» Je m'y précipitai pour l'en sortir, sans savoir qu'à partir de ce moment-là, les aventures les plus extraordinaires de ma vie allaient me tendre les bras. Je voulus saisir l'animal, mais il recula en feulant. Craignant un coup de griffe, je renonçai à l'affronter. Après tout, il finirait bien par sortir tout seul. Je me mis alors à mon bureau pour faire mes devoirs. Le chat sauta sur mes cahiers, renifla un peu mes affaires et explora le reste de mon bureau. Il se dirigeait vers le vieux paquet de cartes quand il remarqua l'aiguille que la Dame de Pique m'avait laissée. Rapidement, il la saisit dans sa gueule et se tourna sur la Eh oui, Mathieu, cher Mathieu, bon auteur, bon conteur, excellent narrateur même. Ça, c'est ce que vous venez d'entendre, ce sont des contes à faire peur. Alors, il y avait plusieurs extraits là-dedans. Si vous mettez bout à bout tous les contes à faire peur, vous allez avoir pour vos petits quelques heures de plaisir.
Et surtout d'écouter comme ça, eh bien, ils vont vous ficher la paix. Bon, alors, non, c'est pas ça que je voulais dire. Oh là là, je blague. Encore sur Halloween, saviez-vous que Halloween est la deuxième fête la plus commerciale des États-Unis, juste après Noël? Les Américains, tenez-vous bien, déboursent environ 6,9 milliards de dollars pour Halloween, dont la plus grande partie est dépensée en bonbons, costumes et fêtes. Étonnamment, une large part est également investie dans les costumes d'Halloween pour les animaux de compagnie. Autrement dit, non seulement on déguise les gamins, mais on déguise aussi les chiens, les chats et tout ce que vous voulez. Sur les 5,4 milliards d'euros dépensés chaque année, là on est en euros, mais en fait il faut mettre ça en dollars, rien qu'aux États-Unis, 1,6 sont consacrés aux bonbons d'Halloween. L'Américain moyen consomme environ 3,4 kilos de bonbons pour Halloween, soit le poids d'un petit chihuahua en costume d'Halloween. Non, mais c'est fou. Se déguiser aussi et collecter des friandises auprès des voisins, alias des bonbons ou des coups de bâton, peut être un effort délicieusement couronné de succès. Les enfants consomment en moyenne 7000 calories à Halloween, soit environ l'équivalent de 66 bananes. Et puis, vous savez, la célèbre phrase des bonbons ou des coups de bâton, elle est vraiment réservée aux enfants, et aux enfants de moins de 12 ans. Et dans certains endroits, quand les adolescents essaient de tricher, ils peuvent se voir infliger une amende allant jusqu'à $1000. La peur, c'est pas seulement sur Terre, c'est aussi sous la mer. Voici un extrait de la série Chair de poule, baignade interdite. Hé, les loupiaux, restez l'un près de l'autre, nous ordonna-t-il. Et ne nagez pas trop loin, surtout toi, Billy. Il me regarda en plissant les yeux. C'était le regard qui voulait dire « Je ne plaisante pas ». On a signalé des requins dans les parages, ajouta-t-il. Des requins ? Waouh ! En entendant mon exclamation ravie, Dr. G fronça les sourcils. C'est très sérieux, Billy. Ne t'éloigne pas du bateau. Et ne t'approche pas du récif. Je savais qu'il dirait ça. Le brisant rouge était un long récif de corail qui se trouvait à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous avions jeté l'ancre. Il entourait en partie Ilandra, notre petite île. Entre les deux s'étendait un superbe lagon. Je mourais d'envie de l'explorer depuis que nous étions arrivés. Mais je le rassurai. « Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas d'imprudence. »« Tu parles, Charles » siffla Sarah à mi-voix. Je tendis le bras pour lui refaire le coup de la pince de homard. Trop tard, elle s'était déjà enfoncée sous l'eau. « Très bien, » déclara Dr. G. « Et n'oubliez pas, si jamais vous voyez un aileron de requin, évitez de gigoter avec vos palmes. Les mouvements attirent ces sales bêtes. Nagez lentement, régulièrement et regagnez le bateau. » Sarah refit surface derrière moi et m'éclaboussa. « On n'oubliera pas, » assura-t-elle. Pour ma part, je trouvais l'information tout à fait passionnante. J'avais toujours rêvé de voir un vrai requin en pleine action. J'en avais déjà observé dans l'aquarium du zoo, bien entendu. Mais c'étaient des requins enfermés dans une cage de verre, où ils se contentaient de nager en rond, parfaitement inoffensifs. Rien de très palpitant. Ce que je voulais, c'était repérer un aileron à l'horizon. Voir le requin fendre les eaux et venir vers nous de plus en plus près. Autrement dit, j'avais envie de vivre une grande aventure. Sarah ajusta son masque. « Allez, viens, Billy, on va regarder ce banc de poissons là-bas. » Ma sœur montra du doigt une série de vaguelettes scintillantes, à la proue du bateau. Elle plaça l'embout de son tuba dans sa bouche, puis enfonça la tête dans l'eau. Je la suivis. Quelques instants plus tard, nous étions entourés par des centaines de minuscules poissons d'un bleu électrique. Comme ils commencèrent à s'éloigner, je décidai de les suivre. Ils étaient si beaux. Je n'avais pas envie de les voir partir. Brusquement, le banc s'éparpilla et les poissons filèrent comme des flèches.
J'essayais de les rattraper, mais ils étaient trop rapides pour moi. Ils disparurent en un rien de temps. Qu'est-ce qui avait bien pu leur faire peur? Autour de moi, des touffes d'algues flottaient ici et là. Et puis tout à coup, j'aperçus un éclair rouge. Je m'approchai, écarquillant les yeux derrière mon masque. À quelques mètres de moi, je vis des roches rouges et dentelées. C'était du corail. Aïe aïe aïe, c'était le brisant rouge, et Dr G qui m'avait dit de ne pas nager si loin. J'amorçai un demi-tour. Pas de doute, il fallait que je retourne au bateau. En même temps, je mourais d'envie de faire un peu d'exploration. Après tout, puisque j'étais sur place, autant jeter un coup d'œil. Le récif ressemblait à un château de sable. Tout rouge, bourré de galeries et de cavernes sous-marines. Des masses de petits poissons entraient et sortaient, circulant parmi tous ces tunnels. Certains d'un jaune éclatant. Tout à coup, je sentis un frôlement le long de ma cuisse. Une sorte de picotement, suivi d'une légère brûlure. Un poisson? Je regardais autour de moi, rien de particulier à signaler. Mais quelques secondes plus tard, cela recommença. J'eus une sensation de brûlure sur la peau. Quelque chose me touchait la jambe. J'essayais à nouveau de distinguer ce que cela pouvait être, mais sans succès. Mon cœur se mit à battre à toute allure. Je me dis qu'il n'y avait probablement pas de danger. Pourtant, j'aurais bien aimé comprendre ce qui m'arrivait. À grands coups de palme, je rebroussai chemin en direction du bateau. C'est alors que la chose mystérieuse m'attrapa la jambe droite et s'y accrocha fermement. La peur me figea sur place. Je me mis à gigoter frénétiquement, en battant des pieds dans tous les sens. « Lâche-moi! Laisse-moi partir !» Je ne voyais pas ce qui me retenait prisonnier, et pourtant je n'arrivais pas à me dégager. Des tourbillons agitaient les eaux pendant que je gesticulais. Terrifié, je tentais d'appeler au secours, mais je n'en eus pas le temps. L'horrible chose m'entraînait. Au fond, tout au fond de la mer. La panique me faisait perdre mes moyens. Je voulus crier, mais je ne réussis qu'à avaler des litres d'eau. C'est alors que je la vis. Une masse sombre et immense, indistincte. Un monstre marin. La terrifiante créature dardait sur moi son œil géant, unique et noir. Sa bouche grande ouverte révélait 2 rangées de dents acérées, redoutables. Le monstre ressemblait à une gigantesque pieuvre et possédait une bonne douzaine de tentacules. Vous écoutez des livres plein les oreilles, spécial Halloween. Si vous voyez une araignée à Halloween, n'ayez pas peur du tout. On dit qu'il s'agirait de l'esprit d'un être cher qui veille sur vous depuis l'au-delà. Allez, on va continuer de faire le tour des livres audio inspirants autour de cette fête des morts et autres créatures infernales. C'est toujours Clotilde Sey en votre compagnie qui réalise et anime pour vous cette émission des livres plein les oreilles. Mais cette fois-ci, du moins dans quelques secondes, je vais laisser le soin à Faline Bobier de nous présenter 3 classiques opportuns, ma foi, pour un 31 octobre. Et puis on finira avec 2 séries audio pour adultes et jeunesse, 2 séries qui m'avaient échappé honnêtement et qui collent tellement bien avec Halloween. Bonjour mon amie Faline. Bonjour Clotilde. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Ça va très bien, oui. Bon, j'espère que vous vous êtes amusé autant que moi à trouver des livres à proposer à nos auditeurs pour cette fête d'Halloween. Oui, j'ai opté pour ce qu'on pourrait appeler peut-être des classiques. Oui. Donc pas de livres récents, mais je pense des livres qui vont bien avec
avec la fête. avec Absolument, absolument. Moi qui les ai sous les yeux, je sais que vous avez tapé dans le mille. Alors, on commence peut-être par Dracula. Dracula. Alors, je pense qu'il y a probablement beaucoup de gens qui l'ont déjà lu. Oui, mais... s'il y en a qui ne l'ont pas lu, ça vaut vraiment la peine. C'est un roman épistolaire, de l'écrivain irlandais Bram Stoker, publié en 1897. Et je dirais que c'est probablement l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature britannique. Ah oui. Et on retrouve nombre de ces protagonistes qui sont entrés un peu dans la culture populaire. Évidemment, le comte Dracula lui-même pour le vampire, mais aussi, par exemple, le personnage du docteur Van Helsing pour le chasseur de vampires emblématique. Aujourd'hui, le livre est dans le domaine public et il a été adapté au cinéma plus de 30 fois. Oh oui. Et ces personnages ont fait de nombreuses apparitions dans pratiquement tous les médias. Ah oui. C'est fou, hein, à quel point les vampires, il y a un phénomène d'attraction qu'exercent les vampires sur les jeunes aussi, mais sur les moins jeunes. Moi, je vous avouerai que j'ai jamais eu de fascination sur les vampires, mais je peux comprendre parce que c'était à l'époque. Merci de nous avoir rappelé que c'est sorti en 1897, vous dites ? Oui, c'est ça. Oui. Ça avait dû faire un effet incroyable. Je veux dire, s'il fallait qu'aujourd'hui on ait créé quelque chose comme ça, on trouverait ça peut-être un peu ridicule, mais le fait d'avoir créé ça à cette époque-là, c'est vraiment remarquable. Il y a aussi le personnage de ce jeune clerc de notaire londonien qui est invité à aller chez... Jonathan Harker, oui. D'accord. Si vous me le permettez, j'ai un extrait et je suis allée chercher un extrait d'une parution qui n'est pas très ancienne, en format commercial, chez Telem, mais ça va bien nous mettre dans le bain de sang, évidemment, de ce cher Dracula. C'est là qu'on a enterré celui qui s'est tué. Je me souviens alors de la coutume ancienne qui voulait qu'on enterrât les suicidés à proximité des carrefours. Ah oui, fis-je, un suicidé. Intéressant. Mais il m'était toujours impossible de comprendre pourquoi les chevaux avaient été pris de frayeur. Tandis que nous parlions de la sorte, nous parvint de très loin un cri qui tenait à la fois du jappement et de l'aboiement. De très loin, certes, mais les chevaux se montraient maintenant véritablement affolés. Et Johann eut toutes les difficultés du monde à les apaiser. Il se retourna vers moi et me dit, la voix tremblante, « On croirait entendre un loup, et pourtant, il n'y a plus de loup ici. » « Ah non? Et il y a longtemps que les loups n'approchent plus de la ville? » « Très, très longtemps, du moins au printemps et en été, mais on les a revus parfois. Avec la neige, il caressait ses chevaux, essayant toujours de les calmer lorsque le soleil fut caché par de gros nuages sombres qui, en quelques instants, envahirent le ciel. Presque en même temps, un vent froid souffla, ou plutôt, il y eut une seule bouffée de vent froid, qui ne devait être somme toute qu'un signe précurseur, car le soleil bientôt brilla à nouveau. On est dans l'ambiance, hein? Oui, c'est vrai, oui, c'est bien. Le prochain... Le prochain... Pardon? Non, allez-y, Faline. Ajouter au niveau de quand Stoker était en train de faire ses recherches ou de commencer ses recherches, c'était exactement en même temps qu'il y avait toute cette horreur au sujet de son contemporain Jack l'Éventreur qui s'est fait à Londres. Mais alors, oui, bien sûr. Bien sûr.
Ouais. Et, oui, non, c'était important, effectivement, de le préciser. Mais oui, c'était la même époque. Et il y a aussi, alors, le prochain livre que vous avez choisi n'est pas un bouquin d'Halloween, mais le lire au moment d'Halloween, ça, à mon avis, ça va le faire, comme on dit en français. Le parfum, histoire d'un meurtrier de Patrick Suskind. Oui, donc livre qui a été écrit en allemand. Je pense que ça a été publié en 1985, si je ne me trompe pas. En tout cas, me semble aussi. C'est aussi une histoire un peu sombre, dirais-je. Oui. C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, qui est né à Paris. Ça se passe au XVIIIe siècle. Mhm. Et donc, il est né, sa mère essaie de le tuer lors de sa naissance. Elle n'arrive pas, donc il survit. Et il va éventuellement se rendre chez un maître parfumeur, Baldini, il réussit à se faire prendre comme apprenti. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui ne vit que par son sens olfactif. Oui, c'est ça. Et qui est très doué, donc, pour connaître et aussi pour reproduire les odeurs. Dans le livre, ce qu'il cherche, c'est vraiment c'est le parfum parfait, si on peut dire. Oui. Et pour lui, ça vient, c'est l'odeur des jeunes femmes vierges. Donc, Oui, c'est ça. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que, c'est quand même un être, mettons comment dire, il est très sombre lui-même. Je veux dire, c'est l'horreur incarnée. Je veux dire, ce bonhomme-là, en dehors du fait que, il a ce talent-là, ce don. Si vous le voulez bien, on va entendre l'extrait justement de l'accouchement. Et je dois dire que rien que ça, moi personnellement, j'ai les narines aux aguets parce que, les odeurs là-dedans, mes amis. Alors écoutons un extrait de Le parfum et la naissance de Jean-Baptiste Grenouille. La mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue aux Fers et écaillait des gardons qu'elle venait de vider. Les poissons, prétendument pêchés le matin même dans la Seine, puaient déjà tellement que leur odeur couvrait l'odeur de cadavre. Elle voulait s'acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C'était son 5e. Tous les autres avaient eu lieu derrière cet étal, et à tous les coups, ça avait été un enfant mort-né, ou à peu près, car cette chair sanguinolente qui sortait là ne se distinguait guère des déchets de poissons qui gisaient sur le sol, et ne vivait d'ailleurs guère davantage. Et quand les douleurs se précisèrent, elle s'accroupit et accoucha sous son étal, tout comme les autres fois, et trancha avec son couteau à poisson le cordon de ceux qui venaient d'arriver là. Mais voici qu'à cause de la chaleur et de la puanteur, qu'elle ne percevait pas comme telle, mais plutôt seulement comme une chose insupportable et enivrante, elle tourna de l'œil, bascula sur le côté, roula sous la table et jusque sur le pavé, restant là, en pleine rue, le couteau à la main. On crie, on accourt, les badauds font cercle, on va chercher la police. La femme est toujours là, couchée par terre, le couteau à la main, et elle revient lentement à elle. On lui demande ce qui s'est passé. Rien. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ce couteau? Rien. Et qu'est-ce que c'est que ce sang sous ses jupes? C'est les poissons. Elle se lève, jette le couteau et s'en va pour aller se laver. Mais voilà que, contre toute attente, la chose sous l'étal se met à crier. On va y voir. Et sous un essaim de mouches, au milieu des entrailles et des têtes de poisson, on découvre le nouveau-né. On le dégage. On le confie d'office à une nourrice, la mère est arrêtée, et comme elle ne fait aucune difficulté à avouer qu'elle aurait sûrement laissé crever le marmot, comme du reste les 4 précédents, on la traduit en justice, on la condamne pour infanticide réitéré, et quelques semaines plus tard, on lui coupe la tête en place de Grève. Et bien voilà, sans autre forme de procès. J'espère que ça va vous donner envie de lire ce bouquin au moment d'Halloween. C'est vraiment quelque chose, votre sens olfactif à vous aussi est mis à contribution, si j'ose dire. Avec le 3e livre, je pense que ça va être un petit peu plus soft, si vous me permettez cet anglicisme-là. Je vous laisse nous le présenter, Faline.
OK, très bien. Oui, je pense que c'est pour les gens qui trouveraient peut-être les 2 premiers un peu noirs. Un peu gore. Le troisième, c'est beaucoup plus léger. Oui. C'est un roman policier de Agatha Christie. C'est Le crime d'Halloween, donc qui a été publié en 1969 et mettant en scène son détective célèbre, Hercule Poirot. Et donc, l'idée du livre, c'est il y a une certaine Mrs. Drake qui organise chez elle une soirée pour Halloween pour les enfants. Donc, son amie Ariadne Oliver, qui est écrivaine et qui figure souvent dans les livres de Christie, elle est là aussi. Il y a une jeune fille, Joyce, à la soirée, qui se vante devant Mrs. Oliver pour essayer de... Elle a, comment on dit, elle a ce petit côté, moi aussi, je suis capable de faire des... Ah, c'est ça, elle a ce petit côté-là, prétentieux. Oui, c'est ça. Oui. Donc, elle dit devant Mrs. Oliver qu'elle a assisté elle-même à un vrai meurtre. Donc, tout le monde se moque un peu d'elle, comme vous avez dit, parce qu'elle a la réputation de mentir pour se rendre plus intéressante. La fête est bien une réussite, mais après le départ des invités, on va découvrir le cadavre de Joyce dans la bibliothèque où les enfants essayaient d'attraper des pommes dans l'eau, ce qu'on appelle en anglais « bobbing for apples ». Et c'est à ce moment-là que Mrs. Oliver va faire appel au service de son ami Hercule Poirot. Donc, le reste du livre, c'est essayer de savoir, de découvrir qui a tué Joyce. Et il y a aussi d'autres meurtres aussi. En plus, bon. Alors, extrait de Le crime d'Halloween ou La fête du potiron d'Agatha Christie. Joyce, robuste fillette de 13 ans, s'était emparée de la coupe de pommes. 2 d'entre elles s'en échappèrent et allèrent rouler aux pieds de Mrs. Oliver, où elles s'arrêtèrent comme immobilisées par la baguette d'une magicienne. « Vous aimez les pommes, n'est-ce pas? » lui demanda Joyce. « J'ai lu ça quelque part, ou je l'ai entendu dire à la télé. C'est bien vous la femme qui écrit des romans policiers? »« Oui, » avoua Mrs. Oliver. On aurait dû vous prévoir pour ce soir un truc quelconque en rapport avec le meurtre. Que vous en imaginiez un et qu'on demande aux invités de résoudre l'énigme, par exemple. Page 10. Non, merci bien, répliqua Mrs. Oliver. On ne m'y reprendra jamais plus. Pourquoi jamais plus? Eh bien, parce que j'ai fait ça une fois et que ça n'a pas réellement été un franc succès. Mais vous avez écrit tout un tas de bouquins, riposta Joyce, et ils vous ont rapporté tout un tas d'argent, non? En un sens, oui, répondit Mrs. Oliver, qui songeait à son impôt sur le revenu. Même que vous avez un détective finlandais. Mrs. Oliver acquiesça. Un petit garçon flegmatique, dont elle n'aurait jamais cru qu'il avait déjà franchi la glorieuse barre des 11 ans, s'enquit gravement. Pourquoi un finlandais? Je me le suis souvent demandé, et je me le demande encore, répondit Mrs. Oliver, sincère. Oui, on comprend bien que la petite Joyce, elle a la langue bien pendue, effectivement, devant la célèbre romancière. Alors, Le crime d'Halloween, d'ailleurs, vous savez qu'Halloween, nous, francophones, on l'écrit toujours en faisant une faute. On écrit Halloween, W-E-E-N, mais en fait, il faut mettre une apostrophe entre les 2 E d'Halloween. Normalement, c'est ça qu'on fait en anglais. C'est ça. Mais en français, non. Allez, hop. Allez, au diable, l'apostrophe, justement. Allez, je vous embrasse, Faline. Merci beaucoup pour ces 3 propositions. Dracula, le parfum et le crime d'Halloween, c'était parfait pour un 31 octobre. Je vous dis à bientôt. Merci, bientôt. Tu vas t'épanouir à Versailles, telle une fleur exotique. Les vampires du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire, mais attention,
La cour des ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paye au prix du sang. Ça, c'est un extrait de Vampiria, le livre 1, La cour des ténèbres. Eh bien, je vous avoue qu'en lisant quelques extraits, en préparant l'émission, ça m'a vraiment donné envie d'en entendre plus. Nous sommes en l'an de grâce 1715, et on imagine que le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Alors depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria. Il y a une vaste coalition, à jamais figée dans un âge sombre qui rassemble la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Voici de quoi il s'agit dans Vampiria, livre 1, alors qu'on retrouve Jeanne, une jeune héroïne, 3 siècles plus tard, après le meurtre du roi Soleil. Un extrait. Préambule. Par la grâce des ténèbres, la société de la Magna Vampiria est divisée en 4 ordres. Un ordre immortel, les vampires de la haute noblesse, et 3 ordres mortels, les hobereaux de la basse noblesse, les docteurs de la faculté hématique et les roturiers du quart état. Les articles ci-dessous concernent cette dernière population. Article 1er. Obéissance. Obedientia. Les roturiers naissent et demeurent sous la protection des vampires, en contrepartie de laquelle ils leur doivent une soumission totale. Article 2. Parcage. Sequestrum. Durant le jour, tant que brille le soleil, les roturiers ont interdiction de s'éloigner à plus d'1 lieue de leur clocher. Article 3. Couvre-feu. Ignitegium. Durant la nuit, dès que sonne le tocsin, les roturiers ont interdiction de quitter leur domicile. Article 4. Dîme. Decima. Chaque mois, les roturiers ont obligation de verser 1/10 de leur sang. Article 5. Sanction. Supplicium. Tout contrevenant aux articles précédents sera exécuté. Chapitre 1. Visite. Au nom du roi, ouvrez immédiatement, ordonne une voix tonitruante. Mes parents échangent un regard paniqué au-dessus de la table où nous venons de nous installer pour souper, tous les 5. L'aîné de mes frères, Valère, se fige. Le cadet, Bastien, laisse sa cuillère tomber au sol. Moi, la Benjamine, je la ramasse, car je passe toujours derrière Bastien. Qui cela peut-il bien être, un dimanche à une heure pareille ? Demande ma mère. Elle consulte la vieille pendule qui indique 7 heures du soir à peine passées, à côté de l'almanach placardé au mur, ouvert sur la date d'aujourd'hui, le 31 août de l'an des ténèbres 299. En guise de réponse, un point martèle la porte d'entrée, faisant trembler le bouillon de faisan qui fume dans nos assiettes. Mon cœur tremble bien plus fort encore. Au nom du roi, a annoncé le visiteur du soir. Il aurait aussi bien pu dire au nom du diable en personne. Je lorgne la gravure encadrée de Louis l'immuable, trônant au-dessus de notre cheminée comme dans tous les foyers de France. Les longues boucles du souverain ont depuis longtemps perdu leur teinte brune, ou plutôt c'est le papier lui-même qui s'est délavé au fil des ans, car il a été imprimé longtemps avant ma naissance. Le visage du roi, lui, n'a pas pris une ride. Et pour cause, il est dissimulé derrière un masque d'or figurant des traits lisses, sans âge et sans expression, au milieu desquels émergent 2 yeux noirs qui scrutent sévèrement tous les sujets du pays. Les lèvres de métal, closes et énigmatiques, sont plus glaçantes que si elles dévoilaient les canines aiguisées se cachant dessous. Réprimant un frisson, je cours à la fenêtre de la salle à manger pour tenter d'apercevoir ce qu'il se passe dehors. À travers le carreau en verre épais, la rue principale de la butte aux rats est baignée dans une lumière dorée, aveuglante. Nous sommes à la fin de l'été, quand les journées sont encore longues sur les plateaux d'Auvergne, quand le soleil se couche après 8 heures, et quand les vampires se lèvent tard. C'est la saison la plus heureuse de l'année, les quelques semaines où il fait juste assez bon pour sortir sans manteau. C'est le moment où les villageois parviennent presque à oublier le code mortel,
qui depuis des générations écrase la Magna Vampiria. Une vaste coalition rassemblant le royaume de France et ses vice-royaumes. « Jeanne, éloigne-toi de la fenêtre !» m'intime ma mère. « Ne prends pas de risques inutiles. » Elle rabat nerveusement derrière son oreille une mèche de sa longue chevelure brune. Mes propres cheveux, coupés au-dessus des épaules, sont gris depuis toujours. Il n'y a que maman pour trouver cette anomalie charmante. C'est vraiment très très bien fait. Vampiria, livre 1. La Cour des Ténèbres, écrit par Victor Dixon, et c'était lu par Marie Dubled. On va finir ça avec quelque chose de beaucoup plus doux. C'est une série pour les enfants, 8 livres audio pour plus de 12 heures de lecture à haute voix en tout, et c'est pas mal bien aussi pour fêter Halloween. Ça s'appelle Enquête au collège. Là, on va entendre un extrait du livre numéro 1, alors qu'un professeur qui disparaît mystérieusement dans le train Paris-Venise, c'est ça, donc tout d'un coup, il disparaît. On voit aussi un laborantin assommé par un rôdeur dans la salle de sciences naturelles. Il y a aussi une affaire de sinistre manoir anglais où l'on expérimente des poissons orientaux. Et c'est lu par Olivier Chauvel. Là, on va découvrir quelques-uns des protagonistes de Enquête au collège, l'intégrale numéro 1. Chapitre 1. Mathilde. Ma chère Lucie, je n'ai pas beaucoup de temps pour t'écrire parce que je suis à la gare et que le train s'en va dans 3 minutes. Est-ce que je t'ai parlé de ce concours d'histoire organisé par la ville pour les classes de collège? Eh bien, c'est moi qui ai gagné, moi et 2 garçons de la classe. Dans 3 minutes, c'est le professeur et les garçons, il faut que je te quitte. Je continuerai cette lettre plus tard. Même pas le temps de te dire où nous allons. Ceci est le journal intime de Pierre-Paul-Louis de Culbert, destiné à lui survivre pour le cas où quelque catastrophe ferroviaire le ravirait à l'affection des siens. Qu'il sache qu'à l'instant du départ, dans la joyeuse insouciance qui précède d'ordinaire les grandes tragédies, mes pensées sont allées dans l'ordre à ma chère mère, Yvonne de Culbert, à mon tendre et digne père, Antime de Culbert, l'un et l'autre laissés sur le quai, à ma sœur, Rose-Lise de Culbert, à qui je pardonne ses manières de chipie, à ma tante et marraine, enfin, Alice de Culbert, dont j'étreigne ici le stylo plume en or, son cadeau de Noël. Quelques mots peut-être sur mes compagnons d'aventure. Notre estimé professeur, M. Coruscant, s'est endormi le nez sur sa Légion d'honneur, à peine le train sorti de gare. Pharamond, personnage plutôt fruste mais sympathique, en a profité pour sortir de son sac une poignée d'illustrés sur lesquels il rêvasse. Sa présence parmi nous, élite de la 4e 2, reste un mystère que ce voyage permettra peut-être d'éclaircir. Quant à Mathilde Blondin, la joue sur la fenêtre, elle n'a cessé de fouiller les lumières de la nuit depuis notre départ. Je la crois d'un bon milieu et très attachée à ses parents. J'ai cherché en vain quelques mots à lui dire, mais n'en ai pas trouvé. Ne possédant pas ma culture, elle ne peut mesurer son bonheur de découvrir bientôt Venise et se laisse très certainement aller à l'un de ces accès mélancoliques dont les filles sont coutumières. Pour ma part, une fois restaurée, je me suis empressé d'enfiler un pyjama décent et de plonger sur ma couchette. Le sort m'a donné celle du milieu, assez commode la nuit si j'ai un petit creux. Vais-je dormir? La perspective de notre expédition me grise. Demain, ce sera Venise, sa lagune. Est-ce un mot féminin? Mon Dieu, préservez-moi les fautes d'orthographe. Souvent, pour m'endormir, je rêve d'un long train éclairé qui file dans le noir. On se croirait dans une cabine de projection, avec la lumière qui sautille, le cliquetis de l'appareil dans l'obscurité. Les détails les plus insignifiants prennent des proportions inhabituelles. On ne sait si l'on dort, si l'on est réveillé. Tout paraît irréel, comme les images d'un songe. Je crois que je fus la dernière, Lucie, à m'endormir cette nuit-là. Mais ai-je seulement dormi? Dans mes rêves, se glissaient par instants des bruits de voix lointaines, des éclats de lumière, le choc assourdi des portes que l'on pousse. Un sifflet trouait bientôt la nuit, et c'était à nouveau l'obscurité, le roulement cadencé des essieux, comme si les rails avaient compté pour moi les moutons du sommeil. Il me semblait à chaque instant qu'on était arrivé, ou au contraire, que j'allais rater mon train. Mais tout était calme dans le compartiment. Rémi et Pierre-Paul dormaient à poing fermé et nous roulions toujours. Sur la couchette d'en haut, j'entendais M. Coruscant ronfler allègrement
les mains croisées sur l'estomac à la manière des chevaliers. Au passage de la douane, il s'était dressé hirsute, bretelles bâillant sur les genoux pour satisfaire aux formalités. Maintenant, on ne voyait plus que le gros oignon de sa montre pendu au bout de sa chaînette comme un pendule d'hypnotiseur. Je ne suis pas sûr de ce qu'il advint ensuite. Était-ce un rêve ? Il me sembla qu'on était arrêté depuis quelque temps déjà, et cependant, aucune lumière n'indiquait qu'on stationnait dans une gare. Tout était silencieux, à l'exception de ces voix d'hommes dans le couloir. Des voix étrangères, 2 peut-être, qui murmuraient comme de crainte d'être entendues. Impossible de les comprendre, mais on aurait dit une dispute. L'esprit en alerte, je dressai l'oreille. L'intégrale, ou du moins un extrait du premier tome de l'intégrale de Enquête au collège. Voilà ce qui vient mettre un terme à cette émission. Merci à Samuel Badel qui était en régie aujourd'hui et à mon invité, Faline Bobier. C'est Clotilde Sey qui vous dit à la semaine prochaine.